Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire sur comment monter un dossier en or pour intégrer les meilleures universités à l'étranger. Écoutez, je m'appelle Marc, je suis le fondateur et le directeur de Study Experience que je vous présenterai dans un instant. Je suis rejoint par ma collègue Alice qui est conseillère chez Study Experience et donc qui se fera une joie de répondre aux questions que vous vous posez pendant le webinaire. N'hésitez pas à les poser dans l'outil questions et réponses en bas de l'écran. On répondra en direct. Ça va faire chauffer les doigts d'Alice. Ou alors en fin de webinaire, voilà, si ce sont des questions plus généralistes qui peuvent intéresser tout le monde. Voilà, écoutez, c'est parti, je vais vous partager mon écran et j'espère qu'on va réussir à vous donner envie de partir et à répondre aux questions que vous posez sur les études à l'étranger. Voilà. Alors, peut-être la petite page de pub pour commencer. Après, je vous laisse tranquille, c'est promis. Study Experience, c'est donc un cabinet de conseil pour les études à l'étranger. Notre métier, donc à moi-même et à Alice, c'est vraiment d'accompagner les jeunes dans leur projet d'études à l'étranger, donc au niveau de l'orientation initiale, pour les aider à identifier les bonnes universités et les bons programmes en fonction de vos intérêts, de vos objectifs, de vos préférences, de votre budget, de vos relevés de notes. Voilà, en fonction de tout ça, on arrive à bien cibler avec vous les bons programmes pour vous. Et puis, on se charge dans un deuxième temps de vous coacher pour monter le meilleur dossier possible et donc, du coup, augmenter vos chances d'accéder aux universités qu'on aura ciblées. Et puis enfin, on vous suit aussi donc, dans toute la préparation, toute la logistique qui va précéder le départ. Je pense en l'occurrence au logement ou au visa si c'est nécessaire, à l'assurance santé. Voilà, donc vraiment une offre complète pour vous accompagner dans toutes les démarches pour partir étudier à l'étranger. Voilà pour la page pub. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Donc, ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est finalement plein de sujets cachés au sein d'une grande thématique qui est donc comment monter un dossier en or pour partir étudier à l'étranger. Et la première chose à savoir pour pouvoir vous lancer dans ce projet et commencer à constituer un dossier qui tient la route, c'est qu'il faut bien choisir son université. Il faut savoir sur quoi on se lance pour pouvoir faire le dossier parfait qui est parfaitement adapté en l'occurrence au projet que vous envisagez. Et donc, ce qu'on va voir ensemble par rapport à ça, c'est que vous avez différents critères à considérer quand vous regardez des universités et les programmes. Le type d'enseignement, on va le voir dans un instant, l'environnement dans lequel vous êtes, les classements dont on parle évidemment beaucoup, mais dont l'importance est à prendre avec des pincettes selon ce que vous souhaitez faire, on va le voir aussi. L'importance de la vie étudiante et de ce qui est attendu de la part des étudiants sur le campus, en l'occurrence en dehors des cours, le coût des études pour bien budgéter votre départ. Donc tout ça, on va le voir ensemble parce que c'est la base en fait quelque part. Il faut que vous postuliez un établissement qui vous correspond, sinon ça va être compliqué de faire le dossier qui va avec et qui va vous donner un maximum de chances d'admission. Donc, les universités, vous en avez des milliers. Selon les pays, aux États-Unis, en l'occurrence, vous avez plus de 4000 établissements d'enseignement supérieur. Donc, le choix est très vaste. On peut vite se sentir un petit peu perdu dans cette masse. Évidemment, il y a certaines universités incontournables dont on entend parler constamment. Mais pour autant, vous avez beaucoup d'universités dont on entend moins parler et qui méritent quand même peut-être votre attention et qui sont souvent très prestigieuses, très cotées dans un domaine particulier. Un premier réflexe à avoir avant de choisir une université, c'est peut-être de réfléchir au type d'enseignement, un type d'université que vous souhaitez intégrer. Alors, il y a toutes sortes d'universités, mais pour moi, il y a quand même deux cités, on va dire plutôt traditionnelles du Harvard aux États-Unis, voilà, les grands noms que tout le monde connaît. Ces universités traditionnelles sont
très bien classées en l'occurrence, et notamment parce qu'elles sont très fortes en recherche. Et donc, ce sont des universités très adaptées à un étudiant qui est notamment passionné par son domaine, au point de vouloir en faire un métier, notamment dans le domaine de la recherche. Donc, pour des sciences, c'est intéressant. Pour certains domaines très académiques, la philosophie, l'histoire de l'art ou des choses comme ça, c'est intéressant. Si vous voulez faire du management, c'est peut-être moins intéressant là pour le coup, parce que vous allez être dans un environnement très académique, avec une approche assez académique dans les formations, et qui sont peut-être moins adaptés à des métiers plutôt pratiques, on va dire. Je pense en l'occurrence au commerce, à l'ingénierie ou certains domaines comme ça. Donc, attention, qu'est-ce que vous voulez comme type d'expérience? À noter aussi que dans ces grandes universités très axées sur la recherche, les enseignants souvent sont chercheurs avant d'être enseignants. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement mauvais enseignants, loin de là, mais l'enseignement n'est pas forcément leur passion numéro un, ce n'est pas forcément leur priorité. En particulier, si vous êtes un jeune étudiant si vous commencez en première année de licence, ça va être moins intéressant pour un chercheur de passer du temps avec vous, tout simplement, comparé à un étudiant en master ou doctorat, qui va le faire avancer dans sa recherche. Donc, les étudiants, parfois, sont un peu déçus, d'ailleurs, quand ils se retrouvent dans les très grandes universités en première année. Ils se rendent compte que ce n'est pas les prix Nobel qu'ils vont avoir en tête-à-tête à ce niveau-là de leurs études, c'est plutôt les assistants de recherche qui sont évidemment très brillants aussi dans leur domaine, mais ne vont pas avoir la même expérience, et notamment en matière d'enseignement. Alors que d'autres universités, dont on entend peut-être moins parler dans les classements, vont être moins focalisées sur la recherche et vont vraiment se focaliser sur l'enseignement. Donc, selon ce que vous recherchez, ça peut être un point important, et évidemment qui va aussi dicter le type de dossier que vous allez constituer pour postuler. Qu'est-ce que vous allez devoir démontrer, qu'est-ce que vous allez devoir montrer au niveau de vos motivations. Est-ce que vous êtes une personne qui est destinée à une grande carrière dans la recherche en l'occurrence, ou plutôt à une carrière avec des études moins longues et avec une volonté de rentrer rapidement sur le marché de l'emploi. Tout ça fait que vous allez cibler différents types d'universités et votre dossier ne sera pas constitué de la même manière. Ce qui est important aussi, c'est l'environnement. Vous allez avoir des universités plutôt en ville. Donc, l'exemple que vous avez à gauche, c'est l'université de New York, NYU, qui se situe à Manhattan. Et là, pour le coup, vous allez en cours, c'est un petit peu comme si vous alliez au bureau quelque part. Donc, vous avez l'université qui va occuper un quartier de la ville, et puis les résidences vont être éparpillées dans New York. Les étudiants sont un petit peu partout dans la ville. C'est vrai aussi pour les universités londoniennes qu'on nous demande énormément si vous êtes intéressé par des endroits comme King's College ou UCL. Ces universités-là vont occuper un quartier de Londres et les étudiants ensuite sont éparpillés un petit peu partout dans la capitale. Vous avez d'autres universités sinon qui vont être plutôt en mode campus en fait. L'exemple que vous voyez en bas à droite, c'est l'université de Essex, je crois, qui est une université britannique, où là, à vol d'oiseau, on voit un petit peu un campus typique, c'est-à-dire que tout est sur place. Vous avez les résidences sur place, les salles de cours sur place, les amphithéâtres, tout ce qui est aussi installation du style sportif et compagnie, tout est sur place. Vous avez les magasins, le coiffeur, cinéma, la banque, tout ce dont vous avez besoin. C'est un cadre qui est souvent rassurant pour les étudiants de première année. Et où vous allez trouver un environnement un petit peu plus familial, en fait, quelque part, comparé aux grandes villes comme Londres et New York que j'ai donné en exemple tout à l'heure. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne idée d'aller étudier à Londres ou New York, mais
voilà, encore une fois, qu'est-ce que vous recherchez? Quel type d'expérience est-ce que vous voulez? À quel point est-ce que l'extrascolaire est important pour vous, notamment? Si vous êtes un grand sportif et que vous avez envie de pouvoir faire beaucoup de sport à côté, c'est quelque chose qu'il faudra peut-être mettre en avant dans votre dossier de candidature quand vous allez préparer ça. Mais si vous postulez sur une université en plein centre-ville de New York, en l'occurrence, bon, ça aura peut-être moins de pertinence que pour une université qui va disposer de grandes installations sportives et de beaucoup de possibilités à ce niveau-là. Les classements, on va en parler forcément. Les étudiants sont souvent un petit peu omnibulés par les classements. Bon, ce qui est une bonne chose, c'est vrai que ça permet quand même de faire le tri, il faut bien le dire. Et puis, c'est un outil, à mon sens, comme un autre, qui permet de distinguer voilà, certaines universités d'autres universités. Bon, néanmoins, je pense qu'il faut prendre ces classements avec des pincettes euh, et avant tout regarder qu'est-ce qu'on évalue exactement. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'une université plutôt qu'une autre, en sachant qu'en plus, il y a plein de classements différents et que souvent, voilà, il y a des différences parfois assez importantes entre les classements. La recherche joue un rôle très important, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Hein. Donc, des universités très investies en matière de recherche sont souvent mieux classées que les autres. Ce qui est très bien, encore une fois, si vous cherchez à faire des études pour lesquelles la recherche est un élément important. Mais si ce n'est pas le cas, le fait que l'université soit très bien considérée pour la recherche en biologie médicale, on s'en fiche un petit peu si c'est pour faire des études commerciales, en l'occurrence. Euh, donc, soyez attentifs quand même à ça et il faut regarder l'ensemble. Hein. Pour moi, les classements, ça peut être un critère, mais à côté de ça, voilà, regardez bien le type d'enseignement, l'environnement, encore une fois. Vous avez d'autres aussi critères que vous pouvez prendre en compte au-delà des classements. Je pense aux accréditations. En haut à gauche, vous voyez certaines accréditations pour les écoles de commerce. AACSB, c'est une accréditation américaine, EQUIS européenne. AMBA, c'est plutôt pour les masters, en l'occurrence pour les MBAs. Relativement peu d'écoles de commerce vont disposer de ces accréditations-là et elles ne sont pas faciles à obtenir et pas faciles à maintenir pour les écoles. Donc, elles doivent pour cela justifier euh, elles doivent montrer qu'elles ont des classes plutôt réduites en taille, qu'un certain pourcentage de leurs enseignants ont un doctorat. Il y a toutes sortes de critères qui rentrent en jeu. Il y a le taux d'employabilité des étudiants, voilà, les salaires à la sortie, qui vont faire que ces écoles voilà, vont avoir une certaine reconnaissance par le biais de de ces accréditations. Pardon. Et c'est une garantie de qualité, tout simplement. Alors après, c'est généralement quand même les universités ou les écoles les plus sélectives qui vont aussi disposer de ces accréditations-là. Donc, il faut aussi tenir compte du dossier académique de chacun. Mais si l'idée, c'est de viser le top, c'est un petit peu l'objet aussi de cette conférence aujourd'hui, ça peut être un point important, en tout cas pour les écoles de commerce. Et vous avez des accréditations comparables sur d'autres domaines d'études aussi. Un autre critère que je trouve pas mal, c'est celui en haut au milieu, c'est les médailles TEF, TEF, Teaching Excellence Framework. Quelque chose, c'est spécifique au Royaume-Uni. On a voulu distinguer la qualité voilà, qui généralement domine dans les classements. On parle moins de la qualité de l'enseignement, tout simplement. Et c'est ainsi que vous avez des universités hyper bien classées qui ne vont pas forcément avoir la médaille d'or, en l'occurrence pour l'enseignement, et d'autres universités dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, qui vont être très bien classées dans ce domaine-là. Et je pense surtout pour un premier cycle d'études, à mon sens, c'est le point le plus important. Hein. Le classement, à la rigueur, au niveau du master, on peut s'y intéresser un petit peu plus parce que c'est le dernier diplôme que vous allez avoir avant de rentrer sur le marché de l'emploi, on va dire. Mais pour une licence, pour le bachelor, ce qui importe, c'est surtout d'être bien encadré dans un environnement où vous êtes en confiance, où vous apprenez bien et avec des professeurs, du coup, voilà, qui vous suivent
et qui vous transmettent aussi un petit peu leur enthousiasme pour la matière qu'ils enseignent. Voilà. Bon, et dernier point, quand on choisit les universités, je trouve que la vie étudiante, c'est bien de commencer à s'y intéresser aussi, puisqu'on va le voir, hein, ça fait aussi partie du process de sélection. On va voir que les universités, elles sélectionnent les étudiants de manière assez holistique, c'est-à-dire qu'elles vont, au-delà des relevés de notes, s'intéresser à ce que vous faites en dehors des cours. Et donc, c'est bien dès le départ, quand vous choisissez une université, déjà de voir, OK, quel va être le système éducatif, quelle va être la part notamment de l'extrascolaire, comment est-ce que je vais devoir m'organiser sur le plan du travail. Au Royaume-Uni, par exemple, les étudiants ont assez peu d'heures de cours, hein. En moyenne, c'est peut-être 10-15 heures de cours, pas plus, par semaine, ce qui, comparé au système français, est extrêmement bas. Donc, c'est sûr que si on propose d'aller à l'université en faisant simplement ces 10 heures de cours par semaine et puis basta, l'expérience risque d'être un petit peu décevante à tout point de vue. L'intérêt, c'est de pouvoir aussi profiter de la vie étudiante, que ce soit de faire de discussions, où là, c'est des étudiants qui se réunissent par centre d'intérêt et qui vont un petit peu affûter leurs connaissances dans ce domaine-là. Tout ça, le système est construit de sorte à ce que vous ayez le temps de faire tout ça. Et donc, quand vous allez cibler des universités, en fonction des intérêts qui sont les vôtres, ça peut être intéressant d'aller cibler des universités qui vont être plus ou moins équipées ou reconnues dans certains domaines par rapport à ça. Vous avez des universités qui vont être très bien considérées pour le sport de manière générale, ou alors pour un sport spécifique. Aux États-Unis, vous avez des classements qui se basent plutôt sur le niveau de l'université dans différents sports. Voilà, tout ça fait aussi partie de la réflexion qu'il faut avoir en amont avant de vous lancer dans la phase de candidature. Et c'est tout ce travail de réflexion qui contribue à cette construction initiale du dossier, qui vous permet de partir sur une bonne base en sachant exactement pour quel produit, quelque part, vous postulez. Qu'est-ce que vous voulez acheter exactement? Il faut vous renseigner de manière assez détaillée avant de vous lancer, avant d'investir là-dedans. Et plus vous êtes renseigné, plus vous allez pouvoir monter une candidature convaincante, ce qui va optimiser vos chances d'admission. Alors, il y a évidemment l'aspect coût d'un point de vue très pragmatique, hein. C'est vrai qu'avant de postuler dans l'université de vos rêves, voilà, si ce n'est pas possible de financer ce projet-là, ce n'est peut-être pas la peine de vous lancer dans cette voie-là. Donc, très important de vous renseigner sur le coût des études et en l'occurrence au sein de l'université visée avant de vous lancer. Éventuellement de vous renseigner sur l'existence ou pas de bourses pour un petit peu atténuer le coût des études, voilà, et quelles sont les conditions d'obtention de ces bourses. Mais ça peut vous permettre, le tableau là que j'affiche, ça peut aussi vous permettre d'aller cibler des destinations qui seront plus ou moins adaptées, on va dire, au budget que vous envisagez d'investir dans ces études à l'étranger. Les études européennes sont plutôt de bons plans, hein. On nous demande énormément les Pays-Bas en ce moment, où vous avez une scolarité pour les Européens qui tourne généralement autour des 2 500 euros. Dans le Brexit a pas mal augmenté. Les étudiants européens doivent désormais s'acquitter des frais de scolarité internationaux qui, en moyenne, sont à peu près, tournent autour de 20 000 euros par an. Là où, par le passé, elles étaient plutôt à 10 000 euros environ. Il y a quelques universités qui ont proposé de maintenir la scolarité à ce niveau-là. C'est pour ça que dans ce tableau, vous voyez que le prix le plus abordable, voilà, c'est en bleu, c'est autour de 10 000 euros. Et ça peut monter très haut, notamment chez certaines londoniennes ou Oxford, Cambridge, des établissements comme ça. Voilà, ça peut excéder les 30 000 euros. Et puis très rapidement, les diplômes, voilà, à quel diplôme est-ce que vous allez postuler? C'est quand même essentiel de bien comprendre le système éducatif dans lequel vous vous engagez. Alors, tous les pays ne sont pas répertoriés, mais vous avez quand même
vous voyez que c'est des systèmes qui ressemblent quand même pas mal à la France avec le système LMD, hein, donc licence, master, doctorat. Vous faites la licence typiquement en 3 ans, 4 ans en Amérique du Nord. La licence s'appelle le bachelor. C'est ce qu'on appelle, tout ce qui va aller jusqu'au bachelor, c'est ce qu'on appelle undergraduate study. Et puis tout ce que vous faites après le bachelor, après la licence, c'est ce qu'on appelle postgraduate study. Donc, ça va être le master et le doctorat. Le master au Royaume-Uni peut être un bon plan en l'occurrence, puisqu'il se fait en 1 an. Vous pouvez y accéder avec un bac+3. Vous faites le master en 1 an au Royaume-Uni. Et c'est tout à fait équivalent à un bac+5 en France. Donc, on a pas mal d'étudiants qui visent le Royaume-Uni à ce niveau-là, en fait. Et en sachant que depuis le Brexit, la scolarité a augmenté, ça vous permet d'étudier 1 an plutôt que 3 ans à ce tarif-là. Bon, c'était une longue introduction, mais ça permet de préparer le terrain et de rentrer maintenant dans le concret et le montage des dossiers à proprement parler. Donc, une fois qu'on sait exactement où on va postuler, pour quelles raisons on va y postuler, et qu'on a déterminé que c'était réaliste d'y postuler, maintenant, il faut commencer à réfléchir au concret, au montage des dossiers. Et la base, c'est déjà d'avoir le timing. D'accord? Allez, 1 an et demi, 2 ans à l'avance. Hein, donc, pour les étudiants qui sont en première aujourd'hui, c'est le moment de commencer à creuser un petit peu le sujet. La majorité des étudiants s'y prennent un petit peu plus tard quand même, je ne vous le cacherai pas. Mais l'idéal, voilà, c'est de commencer 2 ans à l'avance et de préparer ensuite ce que je vais appeler la stratégie de candidature. Donc, déterminer exactement, OK, qu'est-ce qu'il va me falloir en fonction des universités que je cible, qu'est-ce qu'il faut que je passe comme test, qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme activité à côté, qu'est-ce que j'ai à préparer comme lettre de motivation ou lettre de recommandation. On va en parler un petit peu plus dans un instant. Mais voilà, de préparer votre stratégie pour que vous sachiez, OK, voilà ce que je vais devoir faire, dans quel ordre, voilà la date limite que je dois respecter, et voilà comment je vais m'y prendre. On va voir que vous aurez peut-être des tests, enfin même certainement des tests officiels à passer, notamment linguistiques, des documents à rassembler. Et donc, tous ces éléments-là, généralement, on les soumet aux universités environ 1 an avant la rentrée ciblée. Hein, donc, et la date limite, bon, c'est variable d'un établissement à l'autre et d'un système éducatif à l'autre, mais je dirais que la période de pointe, pour ainsi dire, ça sera entre maintenant et la mi-janvier à peu près. Voilà, c'est le moment où on est vraiment dans le vif du sujet. Si aujourd'hui vous êtes en terminale et que vous envisagez de partir à l'étranger l'année prochaine, c'est pas trop tard. Hein, c'est pas parce que vous n'y êtes pas pris 2 ans avant que c'est nécessairement mort. Mais voilà, il faut commencer à lancer les choses sans plus trop tarder quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir fournir dans un dossier, dans une candidature universitaire? Alors, la base, déjà, avant de rentrer dans des choses plus techniques, c'est simplement les modalités administratives. Selon les universités que vous allez cibler, les pays, la procédure va être différente en fait. Hein. Donc en France, on a Parcoursup, donc on sait que niveau post-bac, voilà, il faut passer par cette plateforme-là. Au Royaume-Uni, vous allez avoir un équivalent qui s'appelle UCAS, qui centralise un petit peu les dossiers. Pour certaines universités américaines, vous avez une plateforme qui s'appelle Common App, qui centralise à nouveau les dossiers pour certaines universités. Mais dans beaucoup de cas, on candidate directement auprès des universités qu'on cible. Donc, il faut regarder déjà, OK, comment je vais faire pour postuler, quelle est la bonne porte d'entrée, on va dire, pour soumettre mon dossier. Et surtout, quelles sont les dates limites. Voilà, elles ne sont pas négociables, ces dates limites. Parfois, c'est très tôt. Au Royaume-Uni, pour Oxford et Cambridge, la date limite, c'est le 15 octobre. Donc là, autant vous dire que ça, c'est plus trop possible, en tout cas pour des personnes qui n'auraient pas encore commencé à monter ce dossier-là. Donc voilà, bien se renseigner par rapport à ça pour pouvoir vous organiser en amont.
Et ensuite, on va préparer cette fameuse stratégie de candidature. Donc, c'est ce que j'entends par là. Il faut considérer que quand on candidate aux universités étrangères, l'évaluation, le plus souvent, est ce que j'appelle holistique. C'est-à-dire qu'au-delà des relevés de notes que vous avez, on va étudier tout votre profil, en fait. C'est pour ça qu'on va vous demander généralement une lettre de motivation pour que vous ayez l'occasion de vous exprimer sur votre motivation personnelle et sur la raison pour laquelle vous souhaitez étudier ce cursus spécifique dans cette université. On va vous demander des tests d'anglais pour voir comment vous débrouillez en anglais, peut-être parfois des tests de compétences autres pour voir comment vous vous débrouillez en mathématiques ou quelle est votre capacité à réfléchir de manière logique, des choses comme ça. Pour certains cursus, ça a une importance, pour d'autres moins. Quelle est l'importance de l'extrascolaire? On sait que pour certaines universités, en particulier aux États-Unis, je dirais que le fait d'avoir fait quelque chose à côté des cours à un niveau assez poussé, c'est important. Ça peut être un sport, ça peut être un instrument, ça peut être un intérêt que vous avez par ailleurs, ça peut être du bénévolat, du voyage, il y a toutes sortes de choses que vous pouvez penser. Je pense que chacun, finalement, a quelque chose, une passion ou un intérêt en dehors des cours dont il peut parler. Mais là où je parle de stratégie de candidature, c'est qu'il faut creuser du coup cet intérêt et arriver à le mettre en scène pour vous mettre en scène, du coup, en l'occurrence, le mieux possible. Et montrer qu'en dehors des cours, vous avez aussi une vie, que vous vous intéressez à ça et que vous pourriez participer à la vie étudiante de l'université. Attention aussi à l'importance éventuelle de stages professionnels. Ça, je pense spécifiquement aux études de médecine. C'est vrai que si je prends le cas du Royaume-Uni pour la médecine, il faut absolument avoir réalisé des stages professionnels dans un environnement médical. Alors évidemment, à 16-17 ans, vous n'allez pas opérer des personnes à cœur ouvert, c'est pas, en tout cas j'espère, mais ça peut être simplement aller servir du thé dans une maison de retraite, par exemple. Ça, ce serait un stage tout à fait valorisant et valorisé. Ça peut être des stages d'observation chez le médecin généraliste. Pas besoin forcément de faire un stage absolument chez le médecin le plus renommé de la région parisienne. Ça, c'est pas forcément l'objet, mais les universités, ce qu'elles veulent, c'est s'assurer que vous avez conscience de ce que c'est que la réalité du terrain pour les études médicales et que ce projet est bien réfléchi, que vous savez ce que ça va représenter et à quoi ça vous engage, en fait, tout simplement. Dans d'autres programmes, pour ceux qui réfléchiraient à des candidatures très sélectives, notamment auprès d'Oxford ou de Cambridge, ou dans ces programmes de ce type, il faut une maîtrise assez hors norme, je dirais, du domaine que vous souhaitez étudier. Un étudiant qui voudrait faire de l'histoire à Oxford, par exemple, doit être hyper bien, doit avoir une culture générale vraiment importante. Pas forcément sur toute l'histoire, évidemment, mais ça peut être sur un domaine spécifique qui vous passionne. Il faut avoir beaucoup lu dans ce domaine et être capable d'en parler de manière intelligente et critique avec des professeurs, puisque vous avez des entretiens dans le cadre des sélections de ces universités et qui vont vous challenger par rapport à ça. Et donc, ces livres-là, ce n'est pas 2 semaines avant la date limite que vous pouvez commencer à tout éplucher, à tout maîtriser, à tout lire. Encore une fois, c'est pour ça que je parle de stratégie de candidature. C'est qu'1 an, 2 ans avant, vous avez conscience des échéances et de ce qu'on va vous demander et vous pouvez commencer un petit peu à développer votre profil et votre culture générale pour qu'au moment du dépôt des dossiers, vous ayez quelque chose de vraiment convaincant à proposer. Stratégie, ça veut aussi dire faire des choix intelligents au niveau des universités. Donc, cibler le top du top, c'est très bien, mais il faut aussi faire d'autres choix, ne pas
mettre tous vos œufs nécessairement dans le même panier. Et présenter des universités un peu plus accessibles, tout simplement, voire peut-être même une route de secours au cas où. Ça dépend aussi à quel point vous tenez à des études à l'étranger. Si c'est vous dire simplement, ben, l'étranger, pour moi, j'y vais que si je peux intégrer cette université-là, ben, c'est une chose. L'étranger, pour certains, c'est aussi un plan B. On a beaucoup d'étudiants chez Studi Expérience qui nous disent clairement, ben, moi, mon plan A, c'est Sciences Po Paris. Et si je n'ai pas Sciences Po Paris, ben là, l'étranger, j'y penserai. Mais bon, beaucoup d'étudiants aussi qui veulent vraiment partir, et ce qui ne signifie pas qu'il faut postuler non plus dans des universités qui n'ont pas de sélectivité au niveau de l'admission, mais il faut être quand même un minimum stratégique dans les choix et pas simplement dire ben, je postule aux 5 meilleurs du classement. Là, c'est un coup à se retrouver un petit peu avec le bec dans l'eau assez rapidement. Et donc, ça nous ramène d'ailleurs à la première partie de la présentation. Il faut bien réfléchir aux universités que vous souhaitez présenter et pourquoi. Alors, dans plus ou moins toute demande, on va vous exiger ben, les relevés de notes, hein, sans grande surprise. Il vous faut des relevés, s'ils sont en français et que vous postulez dans un programme anglophone, il faut les traduire. Selon les systèmes éducatifs, on va accorder plus ou moins d'importance aux relevés de notes. En Amérique du Nord, c'est fondamental. Euh, et c'est d'ailleurs l'une des difficultés parce que souvent dans le système français, ça peut noter parfois un petit peu sec, ce qui ça pénalise certains étudiants voilà, par rapport à d'autres, il faut bien le dire. Mais c'est comme ça, il faut faire avec. Après, on peut contextualiser, hein, notamment via les lettres de recommandation dont on parlera un petit peu plus tard. On peut apporter plus d'éléments d'information aux universités. Mais dans d'autres systèmes, les relevés de notes sont moins importants. C'est le cas au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, on ne garde même pas du tout les relevés de notes scolaires. Les universités se basent sur les notes au bac et en l'occurrence sur des notes prédictives pour le bac. Des notes prédictives, c'est quoi? C'est-à-dire l'un de vos professeurs va indiquer aux universités que si tout va bien, au baccalauréat, vous devriez obtenir telle ou telle note. Donc de moyenne générale, 15 en maths, 16 en histoire, je ne sais pas. Et c'est ce qui permet aux universités un petit peu de se faire une idée de votre niveau. Et en fonction de ça, elles vont faire des offres conditionnelles. Hein. Donc, ce sera le cas un petit peu partout. Si vous êtes actuellement en train de terminer un diplôme, donc le bac en l'occurrence, ou s'il y en a qui nous écoutent qui visent des masters euh, ou d'autres niveaux d'études, ce sera pareil. Tant que vous n'aurez pas terminé le cycle en cours, on pourra vous faire une offre en disant, voilà, sous condition. Donc, on a bien aimé votre dossier. On vous prend sous condition de valider votre bac avec 15 de moyenne, par exemple. Voilà. Les tests d'admission, très important aussi. Alors, vous aurez tous, en tout cas, si vous postulez un programme en anglais, vous aurez tous besoin de passer un test d'anglais officiel. Et les deux les plus courants, c'est l'IELTS et le TOEFL. Bon, c'est deux concurrents. Il n'y a pas vraiment de différence significative entre les deux en termes de niveau. L'IELTS est un test un petit peu plus classique, c'est-à-dire que l'écrit, c'est dans une salle au stylo, voilà, à l'ancienne. L'oral, c'est face à un examinateur. Le TOEFL, ils ont tout informatisé en fait. Donc, vous êtes dans une salle sécurisée face à un ordinateur et tout se fait devant l'ordinateur, notamment l'oral. Voilà, vous devez vous enregistrer avec un micro et l'écrit se fait sur un clavier du coup. Donc, bon, ça après, en fonction des préférences de chacun, il y a un format qui peut être plus ou moins intéressant pour vous. Attention peut-être quand même de vérifier ce qu'acceptent les universités comme test. Les deux sont généralement acceptés partout, mais il y a parfois des exceptions. Donc, avant de vous inscrire au test, voilà, vérifiez bien que l'établissement en question accepte le test que vous allez faire. À savoir que c'est
tests-là, vous pouvez les repasser. Donc, ce n'est pas un drame. Et c'est pour ça d'ailleurs que je conseille généralement aux étudiants de le passer tôt, une première fois peut-être avant Noël par exemple, pour voir exactement où ils en sont. Et puis, s'il faut le repasser, ben, peut-être intercaler quelques semaines, quelques mois de cours d'anglais et le repasser un petit peu plus tard. C'est un test qui peut être fourni après le dépôt du dossier et qui ferait partie du coup des conditions qu'on vous demanderait par la suite. Donc voilà, on vous prend sous réserve de la note au bac et de la note à l'IELTS ou au TOEFL en l'occurrence. Et puis, vous allez avoir d'autres tests aussi qui sont des tests plutôt de compétences. Vous avez le SAT aux États-Unis, qui en ce moment n'est pas forcément obligatoire suite au Covid, mais bon, pour certaines universités quand même, il vaut mieux le passer. Et certaines universités continuent à l'exiger malgré tout. Vous avez aussi des tests spécifiques à certaines matières. Donc, du CAT que vous voyez au milieu de l'écran, ça c'est spécifique aux études de médecine au Royaume-Uni. Le LNAT, c'est spécifique aux études de droit. Vous en avez aussi pour certains programmes. Le MAT, c'est pour des études plutôt mathématiques. Donc, c'est quand même une minorité, je dirais, d'établissements qui vont demander ces tests, en tout cas au niveau post-bac. Il y en a assez peu qui le demandent, mais bon, si vous avez besoin de le faire, il vaut mieux le savoir tôt parce que ça se prépare quand même. Vous ne pouvez pas juste l'improviser et y aller. Il y a des organismes qui existent qui préparent les étudiants à ces tests. Et pareil, il faut le faire, il faut se préparer assez tôt. Le UCAT pour les études de médecine, il n'y a qu'une seule date qui est au mois de novembre. Et il faut le préparer peut-être pendant 6 mois, 1 an avant de le passer pour être sûr du coup. Donc, d'où l'intérêt, encore une fois, de vous y prendre très tôt dans la réflexion, dans le choix des universités, des programmes. Au niveau master, vous avez les plus courants, c'est le GMAT et le GRE. Le GMAT, c'est spécifique aux écoles de commerce. Il y a quand même pas mal d'écoles qui le demandent, même en France, en fait, on commence à demander le GMAT. Je sais qu'HEC le demande au niveau master. Le GRE, ça peut être spécifique à une certaine matière, notamment scientifique ou littéraire ou autre. C'est plutôt américain. Vous allez plus trouver le GRE aux États-Unis. Mais certaines universités, quand même, commencent à l'exiger ailleurs. C'est le cas au Royaume-Uni. On a pas mal. LSI va l'exiger pour les études d'économie, en l'occurrence, ou des choses comme ça. Alors, peut-être l'élément, à mon sens, le plus critique dans une candidature, c'est la lettre de motivation, puisque c'est vraiment là-dessus que vous allez pouvoir apporter une touche personnelle à votre dossier et mettre en avant tout ce qui fait que vous êtes la bonne personne pour ce programme dans cette université. C'est l'occasion pour vous de vous exprimer par rapport à tout ça. Et donc, c'est quelque chose qui se réfléchit. Les universités y accordent une importance capitale, vraiment. Enfin, elle étudie ces lettres. Et parce que ce qu'il faut vous dire quand vous candidatez, c'est que d'un côté, effectivement, bon, il y a le fait que vous choisissez l'université qui semble vous convenir le mieux, mais la réflexion est vraie aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que les universités veulent des étudiants qui correspondent un petit peu à leur mentalité, à leur culture, à leur éthique. Et d'ailleurs, quand des étudiants qui ne sont pas admis dans certaines universités, malgré un très bon dossier, c'est pas nécessairement, il ne faut pas forcément mal le prendre en fait. Hein, c'est la vie malheureusement. Il y a des taux d'admission qui sont assez bas dans ces universités-là quand même. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est l'université qui estime que votre profil, ce n'est pas tout à fait ce qu'elle recherche. Ça ne veut pas dire que le dossier est mauvais, mais pour cette année, pour cette cohorte d'étudiants, vous ne correspondez pas tout à fait à ce que recherche l'université. Donc, les lettres, très importantes. On peut d'ailleurs vous demander plusieurs lettres dans certains cas, ou ce qu'on appelle des essays, c'est-à-dire des sortes de mini-dissertations. On vous demande de répondre à une question spécifique, par exemple. Mais bon, dans la plupart des cas, c'est une lettre de motivation assez classique, mais assez complète quand même. Et donc, je vais vous donner quelques tuyaux pour vous aider peut-être à mieux visualiser à quoi doit ressembler cette lettre. Mais bon, c'est une lettre typiquement assez longue, on va dire une page A4,
typiquement le format à peu près 500-600 mots, qui doit être bien structuré, avec un langage soutenu, sans faute d'orthographe ou de grammaire, tant qu'à faire. Il faut surtout éviter la tentation d'aller reprendre des extraits de lettres ou des exemples sur Internet ou des choses comme ça. On veut un travail quand même assez original, donc qui vient de vous. C'est vous qui vous exprimez, c'est pas, vous ne prenez pas les phrases de quelqu'un d'autre. Et il faut être attentif à ça parce que les universités ont toutes des logiciels de détection de plagiat. Et donc ça, c'est pour le coup, c'est vraiment bête, quoi. Si vous reprenez une ou deux phrases qui vous paraissent un petit peu bateau et que vous les intégrez à votre lettre, ça peut vous disqualifier totalement, tout simplement parce que l'université va estimer que vous aviez plagié un contenu. Faites attention à ça quand même. Pour les universités anglophones, on utilise plutôt un langage assez direct. C'est parfois un exercice compliqué pour les Français parce qu'on aime bien faire des grandes phrases euh, complexes. Là, pour le coup, on va droit au but, on essaye d'être simple, mais bon, surtout, ce qui est très important dans une lettre de motivation, c'est de développer tout ce que vous dites. Donc, il vaut mieux en dire peu, il vaut mieux aligner quelques arguments que vous développez à fond plutôt que d'essayer de faire un récital de tout ce que vous avez fait dans la vie jusqu'à vos 18 ans. On n'a pas besoin de savoir que vous avez fait de l'équitation à l'âge de 5 ans, sauf si c'est un lien euh, concret avec ce que vous souhaitez étudier et vous pensez que ça démontre quelque chose, une qualité chez vous, une compétence. Euh, voilà, essayez d'identifier les points clés que vous voulez mettre en avant et de les illustrer avec un maximum d'exemples personnels. Euh, Ça peut être des choses que vous avez fait, ça peut être des choses que vous avez lues. Euh, voilà, c'est généralement ce qui permet quand même de distinguer une bonne lettre, hein. Et alors, quand on utilise le mot lettre, d'ailleurs, parfois, ça prête à confusion. C'est que c'est pas vraiment une lettre, en fin de compte. C'est plus une sorte de mini-dissertation sur vous, hein. On n'a pas besoin du cher monsieur et des formules de politesse qui vont avec. C'est vraiment voilà, une présentation sous forme de mini-dissertation de qui vous êtes, qu'est-ce que vous souhaitez étudier, pourquoi est-ce que vous souhaitez l'étudier, pourquoi est-ce que vous pensez avoir les qualités requises pour réussir ce programme et qu'est-ce que vous pouvez aussi apporter à l'université en question. Et encore une fois, tout ça, il faut l'illustrer à chaque fois avec des exemples. Si on peut, à la fin d'une phrase, vous dire pourquoi ou comment, c'est que probablement la phrase n'est pas tout à fait finie et il faut aller au bout des choses. Voilà, quitte du coup à supprimer d'autres points par ailleurs. C'est un exercice un petit peu périlleux, on prend du temps. Avec nos étudiants, c'est généralement quand même l'étape qui prend le plus de temps, mais ça vaut le coup de vous y mettre à fond parce que c'est vraiment le point qui peut vous mettre en avant et qui peut aussi parfois compenser une note un peu moyenne par ailleurs, hein, dans certains cas, si vous pouvez le justifier ou montrer à l'université que voilà, vous avez d'autres qualités par ailleurs, ça peut voilà, parfois vous aider à ce niveau-là. Et du coup, l'autre point qui nous permet de vous mettre en avant, c'est la lettre de recommandation. Donc là, ce n'est pas vous qui la rédigez, c'est plutôt un professeur, un tuteur. Euh, alors, il faut que les personnes qui font des masters, ça peut être un employeur éventuellement. Mais bon, dans la majorité des cas, c'est pour, enfin par rapport aux étudiants en tout cas qui nous contactent, c'est vrai que c'est souvent plutôt post, post-bac. Il faut faire appel à un professeur ou plusieurs professeurs. Il peut avoir plusieurs lettres et même les compiler ensemble s'il le faut. Mais c'est des lettres qui doivent être, pareil, assez complètes. Ce n'est pas simplement une attestation de quelques lignes qui dit que l'étudiant est un... Voilà, je vous conseille Jean-Michel parce que c'est un bon étudiant, point, ça ne suffit pas du tout. Il faut vraiment aller plus loin, parler un petit peu du parcours de l'étudiant, de sa progression, du potentiel, en quoi est-ce que le professeur pense que cet étudiant est fait pour étudier
les études en question, en quoi est-ce qu'il est capable d'étudier en anglais et à l'étranger, et quelle a été par ailleurs son implication auprès de l'école ou dans la classe, ou il peut aussi en dire un mot sur ce que fait l'étudiant à côté des cours, et peut, si nécessaire, apporter des éléments de contexte, encore une fois, hein, si vous êtes dans un lycée qui note extrêmement sec et que vous voulez porter ce fait-là à l'attention de l'université, ben c'est à cet endroit-là que cela a du sens. Si vous mettez ça dans votre lettre de motivation, ça ne va pas forcément vous mettre en valeur. Mais dans une lettre de recommandation, voilà, le professeur peut tout à fait contextualiser la chose et expliquer la réputation du lycée et la méthodologie au niveau de la notation notamment. Et dans le cas du Royaume-Uni, comme je vous ai précisé tout à l'heure, les relevés de notes ne sont pas étudiés par les universités en principe, quelques exceptions, mais globalement, ce n'est pas le cas. Elles se basent sur des notes prédictives. Et ça, c'est toujours un petit peu le combat hein, de convaincre les enseignants français de jouer le jeu à ce niveau-là et de bien vouloir mettre des notes prédictives dans la lettre de recommandation qu'ils font pour leurs étudiants. Généralement, ils se plient quand même à l'exercice après de nombreuses sollicitations. Mais voilà, ces notes prédictives se doivent d'être plutôt optimistes, mais réalisables. C'est-à-dire qu'on peut... il ne faut surtout pas mettre des notes prédictives qui sont en dessous de ce que peut raisonnablement obtenir l'étudiant. Il ne faut pas être conservateur dans ces notes prédictives, plutôt les gonfler, on va dire, que les réduire. Et c'est ce qui... Voilà, c'est comme ça que on peut critiquer ce système-là, d'ailleurs, ce n'est pas forcément parfait. C'est comme ça que ça marche et les universités se basent beaucoup sur ces notes prédictives pour faire des offres. Mais le tout, quand même, derrière, il ne faut pas oublier que ces notes-là, il faut être en mesure de les obtenir quand même. Hein. Donc, on ne peut pas dire je vais avoir 20 partout dans toutes les matières, 20 de moyenne générale, puisque là, le risque, c'est que l'université vous dise OK, on vous prend, mais il faut que vous ayez 20 partout et 20 de moyenne générale. Et bon, ça, ce n'est pas forcément vous rendre service non plus. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre l'optimisme, mais quand même la je ne vais pas y arriver, mais il faut que vous puissiez obtenir les notes en question. Bon, je pense avoir fait le tour pour ce soir. Alice, est-ce qu'on a des questions? On a eu quelques questions, effectivement. Donc, j'ai répondu à certaines questions directement dans le chat, mais j'en ai quelques-unes auxquelles je n'ai pas forcément eu le temps de passer. La première question qu'on a, qui je pense va en intéresser quand même pas mal, doit-on passer les examens de type SAT, LNAT avant d'avoir les réponses des universités? Et sont-elles organisées par les écoles ou doit-on les passer en France? Alors, dans les deux cas, c'est des tests c'est pas organisé par les écoles. Hein, vous devez le passer, vous inscrire dans des centres d'examen pour les passer. Le LNAT, alors c'est vraiment spécifique aux études de droit au Royaume-Uni. Peu d'universités le demandent, donc ça dépend où vous candidatez. Mais si on vous le demande, je crois de tête que vous avez jusqu'à début janvier pour le passer. Ça, vous pouvez le passer après avoir envoyé votre candidature, le reste de votre candidature, mais il faut quand même l'avoir passé avant la date butoir. C'est début janvier, je crois, mais à vérifier quand même auprès des universités auxquelles vous postulez. Alice, pour le SAT. Pour le SAT, donc il faut effectivement le passer avant d'envoyer les dossiers d'admission aux universités. Alors le SAT, c'est spécifiquement pour les universités américaines, donc il faut que ça soit envoyé avant le dossier. Il faut qu'ils aient reçu les résultats en même temps que votre dossier d'admission. Donc si la deadline, par exemple, c'est le 1er février pour le dossier, il faut le passer avant. On peut le passer en France. Alors c'est pas organisé par les écoles. Vous avez plusieurs centres de passage en France. Par contre, attention, vous avez assez peu de dates de passage. Généralement, vous avez à peu près 4 à 5 sessions par an grand maximum. Donc, c'est des tests qui s'anticipent. Généralement, si on veut postuler aux États-Unis, on va envoyer ces dossiers entre novembre, décembre, janvier, à peu près dans ces eaux-là. On conseille généralement de passer la SAT pendant l'année de première, peut-être pour les passer 1 fois, 2 fois, 3 fois s'il le faut pour avoir les bons scores, afin qu'au tout début de terminale, on se concentre véritablement sur le montage des dossiers et qu'on soit un petit peu débarrassé des tests d'admission qui prennent quand même pas mal de temps à préparer et à passer.
On avait d'autres questions, alors là pour le coup, qui sont plutôt financières. Il y a une question qui pose sur la question des bourses dans les universités américaines. Est-ce qu'il y a beaucoup d'universités américaines qui proposent des bourses? Bon, ça, je peux y répondre assez rapidement. Vous avez pas mal d'universités américaines qui vont pouvoir proposer des bourses. Par contre, attention, ce sont des bourses de mérite. Donc, elles vont vraiment se baser sur la qualité de votre dossier scolaire, voire de votre dossier extrascolaire si vous avez fait beaucoup de choses à côté. Ce pas des bourses sur critères sociaux. Les bourses sur critères sociaux, elles sont réservées aux étudiants américains. C'est ce qu'on appelle la FAFSA. C'est les aides fédérales qui sont réservées aux personnes qui payent des taxes sur le territoire américain. Vous avez quelques universités, et là, il y en a vraiment un tout petit nombre qui vont proposer des bourses plutôt sur critères sociaux aux États-Unis. Généralement, c'est les plus grandes et les plus sélectives. Vous avez Harvard, vous avez Yale, vous avez Princeton. Donc là, pour ces universités-là, si vous n'avez pas les moyens de financer vos études, elles peuvent effectivement financer la partie manquante en quelque sorte. Donc c'est l'université qui fait le calcul en fonction de vos revenus et surtout des revenus de votre famille. Mais bon, gardez en tête que c'est des universités qui sont très très sélectives. Vous avez moins de 4% d'admission dans ces établissements, donc il faut déjà décrocher une admission avant de pouvoir effectivement obtenir un financement. Pour les autres universités, les bourses, on va dire un petit peu plus traditionnelles, les bourses de mérite, c'est possible dans pas mal d'universités, pas toutes, attention, hein, il faut bien vérifier en amont, et ce pas des bourses qui vont vous permettre non plus de financer à 100% vos études. Hein. Généralement, on peut espérer des bourses à hauteur de 5 000, 7 000, 8 000, peut-être 10 000 euros l'année si on a un bon dossier. Ça ne va pas monter beaucoup plus haut. Vous avez plus de chances d'avoir des bourses dans des universités privées que publiques, parce qu'elles ont plus de fonds pour les étudiants internationaux. Donc, il faut quand même budgéter votre projet. Vous pouvez prendre en compte les bourses, mais elles ne sont pas garanties, elles ne sont pas automatiques dans toutes les universités, elles ont quand même un montant limité. Alors, il y a une personne qui dit cette année le SAT n'est pas obligatoire. Le SAT n'est pas obligatoire dans pas mal d'universités, il reste obligatoire dans certaines universités. Vous avez pas mal d'universités de Floride qui demandent encore le SAT malgré le Covid. Vous avez aussi des universités pour lesquelles ils ont dit être test optional. Après, ne rêvons pas. Si les étudiants ont la possibilité de le passer, je pense notamment aux étudiants français où les centres sont ouverts. Ils vont s'attendre effectivement à ce que les étudiants potentiellement les passent et puissent fournir des scores. Ils ne pourront pas éliminer un étudiant qui n'a pas passé pour cette raison, mais entre deux dossiers équivalents et un étudiant qui a passé le SAT, un étudiant qui ne l'aurait pas passé, s'il a eu la possibilité de le faire, ça peut être considéré comme un désavantage pour les grandes universités américaines. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'universités cette année qui sont restées test optional, à voir effectivement pour le cycle suivant. Et il y avait une dernière question, alors là, qui est peut-être encore un petit peu anticipée. Je ne sais pas si on a des réponses à ce stade. Quelles sont les universités britanniques qui sont abordables désormais, notamment sur le fait que certaines ont annoncé garder les frais de scolarité à 9 250 livres comme les années précédentes? Bah, ça, pour le coup, alors ça dépend de ce qu'on appelle abordable, en fait. Mais alors, il y a quelques universités qui ont commencé quand même à sortir des starting blocks et à annoncer des frais de scolarité comme avant, c'est-à-dire autour des 10 000 euros à peu près. Je sais que c'est le cas de... c'est qui de la dernière Alice qui avait annoncé ça? C'était South Wales, Ah, une université galloise qui a annoncé ça. Bon, il n'y en a quand même pas beaucoup, hein, il n'y en a pas des masses qui vont annoncer ça. Il y en a pas mal qui ont des frais de scolarité qui ne sont pas beaucoup plus élevés que les frais de scolarité européens de l'époque. C'est-à-dire qu'ils vont facturer peut-être entre 12 et 14 000 livres par an. Il y en a quand même pas mal dans cette catégorie-là. Et alors, bon, Marc, le constat quand même, les plus connus, les plus cotés, ouais, euh, ça a coupé. Je ne pense pas qu'on ait entendu ta réponse entière. ah, bah, je dis, oh, ça a coupé ou ça, Alice? Pour les... Sur Il y les a certaines difficultés. universités, du coup, qui Ouais. vont effectivement proposer des frais de scolarité assez abordables, mais qui vont se situer peut-être dans la gamme entre 10 et 15 000 euros à peu près. Il y en a quand même pas mal hein, qui proposent ça, mais les plus connus, les mieux classés et les plus demandés en principe, donc, notamment, je pense aux londoniennes, King's College, UCL, LSE, tout ça, elles sont plutôt dans la fourchette très haute des frais de scolarité au Royaume-Uni, et puis elles n'ont pas fait d'efforts particuliers pour alléger les frais de scolarité pour les Européens, malheureusement.
la demande est aussi telle qu'elles n'ont pas forcément besoin de faire ces efforts-là, en fait, tout simplement. Donc, il y a des solutions, mais bon, c'est vrai que certaines universités sont devenues moins accessibles. D'où l'intérêt aussi, peut-être, parfois, d'aller regarder d'autres destinations européennes. Hein. Les Pays-Bas sont très en vogue, l'Italie, l'Espagne. Vous avez toutes sortes de formations avec un classement souvent équivalent et un coût qui est beaucoup plus bas. Alors, on a eu deux autres questions. La première, y a-t-il des quotas d'étudiants étrangers? Donc là, je pense que c'est un petit peu sur toutes les destinations. Je pense qu'on peut répondre assez rapidement en disant que non, généralement, il n'y a pas de quota d'étudiants étrangers. Les étudiants étrangers sont considérés au même titre que les étudiants nationaux en fonction des pays sur lesquels on va postuler. C'est vraiment à la méritocratie. Hein. Voilà, c'est les meilleurs dossiers qui vont passer en fonction des prérequis de l'université. Là où on peut trouver quelques quotas, c'est peut-être effectivement sur certains domaines bien spécifiques. Je pense par exemple à la médecine et notamment au Canada, où vous pouvez potentiellement, dans certaines universités, en tant qu'étudiant international, postuler en médecine. Par contre, il y a très peu de places pour les étudiants internationaux. Je sais que l'Université de Montréal, par exemple, réserve chaque année 1 à 2 places maximum pour les étudiants internationaux en médecine. Donc, c'est vraiment très faible. Donc, pour le coup, de manière générale, non, pas de quota pour les étudiants internationaux, sauf cursus très spécifique. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Marc. Non, pas vraiment. Enfin, des quotas officiels, je ne crois pas qu'il y en ait. Après, c'est vrai que les universités vont forcément s'organiser aussi en interne pour. Vous ne voudriez pas aller dans une université où on a 100% d'étudiants étrangers. Si vous allez étudier au Royaume-Uni, c'est aussi pour étudier aux côtés des étudiants britanniques. Donc, typiquement, au Royaume-Uni, je crois que le pourcentage des étudiants internationaux, ça va être 30-40% des effectifs, probablement en moyenne. Aux États-Unis, c'est souvent beaucoup plus bas. Oui. C'est 5-10%, mais il y a tellement de choix aux États-Unis, tellement d'universités. Voilà, bon, des quotas, il n'y en aura pas vraiment. En tout cas, s'il y en a, ils ne vont pas vraiment l'afficher. Ce n'est pas quelque chose d'officiel. Il y a aussi une question, est-ce qu'on peut se passer de tests de langue quand on est en OIB, section internationale? Oui, généralement, pour pas mal. Anglaise, oui. Généralement, oui, c'est pour pas mal d'universités, donc ça vérifié sur le site de chaque université et chaque système éducatif, mais souvent l'OIB, section internationale, si vous êtes en section britannique ou section américaine, souvent ça peut se substituer à un test de langue. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? À partir de quand peut-on commencer la procédure administrative? J'ai envie de dire le plus tôt possible. Après, ça dépend d'où vous voulez postuler. Mais si c'est pour, par exemple, postuler pour septembre 2022, en ce moment, serait un bon moment, effectivement, pour lancer le projet, rechercher les universités et puis commencer à lancer les démarches. De manière générale, je pense que l'année de première, c'est un bon moment, effectivement, pour déjà commencer à se pencher sur le choix des universités, faire un petit peu le tri, voir où on peut postuler, où on ne peut pas postuler, pour se laisser le temps, effectivement, de voir venir un petit peu les démarches. Autre question, pour ce qui est du Canada, notamment McGill, ont-ils revu leurs conditions d'admission pour les Français avec la réforme du bac? Oui, ils ont adapté leurs conditions d'admission en fonction du nouveau bac et notamment les matières, enfin les spécialités à prendre. C'est disponible sur leur site, donc vous pouvez trouver directement sur le site quelle spécialité il faut prendre en fonction du programme qui vous intéresse. Je suis en train de faire le tour des questions. On va essayer d'en répondre à une dernière. Est-il plus facile de passer les SAT en France ou aux États-Unis? Mon fils est aux US actuellement. Il va rentrer en France en janvier. Pour le coup, il n'y a pas de vraie différence. Enfin, c'est exactement le même test. Généralement, c'est quasiment administré le même jour, que ce soit en France ou aux États-Unis. Donc, qu'il soit aux États-Unis ou qu'il soit en France, il n'y aura pas de grande différence, du moins d'un point de vue contenu du test. Il y a peut-être un petit peu plus de dates qui sont disponibles aux États-Unis, pour le coup. Qu'ailleurs dans le monde. Donc, à voir effectivement si sur la période où il est aux États-Unis, il y a des dates qui sont proposées, ou si sur la période où il est en France, il y a des dates qui sont proposées. Mais d'un point de vue contenu, ça ne changera rien. Voilà. Quels sont... Alors, attendez. Alors après, là, on a des questions qui sont très spécifiques, où là, je pense qu'il faudrait nous contacter directement. Je vois qu'il y a Pascal Bricou qui nous demande s'il y a des universités qui proposent des options
en design sous divers angles, industriels, etc. Là, pour le coup, bon, je pense qu'il faut, si vous avez des questions de ce type-là, n'hésitez pas à nous contacter en direct. Vous aviez vous avez sur Je vais notre mettre l'adresse email dans le fil de discussion. voilà, exactement. Je pense que là, ça demande effectivement une discussion en tête-à-tête avec un conseiller pour voir un petit peu les options qui sont possibles. Voilà, je continue le tour, mais je pense qu'on a répondu à la plupart des questions. Ok, ça c'est Peut-être la bon. dernière question sur à quoi correspond le triple A là, donc ça c'est pour les universités britanniques en l'occurrence qui vont l'équivalent du bac anglais s'appelle le A-level et on va noter ça avec des lettres plutôt que des chiffres. Et donc A-star c'est la meilleure note qu'on puisse obtenir en principe. A étoile c'est la meilleure note. Après vous avez A, B, C, D, E, F. F ça s'arrête à F je crois. À quoi ça correspond? Écoutez, il n'y a pas vraiment de réponse unique à cette question. Il n'y a pas une grille officielle que toutes les universités respectent pour évaluer ce à quoi correspond un A, par exemple. Un A ne va pas forcément être 16 ou 17. Pour certaines universités, parfois, ça sera un 13 ou un 14. Ça, c'est chaque université un petit peu qui détermine ses équivalences, en fait. Donc, ça dépend du programme. Ça dépend de l'université. Donc, le mieux, peut-être, si vous avez un programme en tête qui exige ce niveau-là, donc 3A, et que vous vouliez savoir à peu près ce que demande l'université, ce serait de nous contacter effectivement et de discuter du projet avec nous. On connaît bien les universités, donc on sait à peu près qui demande quoi. Mais effectivement, un triple A dans une université ne sera pas forcément la même chose que dans une autre. Malheureusement, ce serait bien trop simple. On nous demande aussi où trouver le classement des universités. Il y en a plein des classements. Et comme je vous ai expliqué, c'est à prendre avec de grosses pincettes, les classements. Et pas forcément ce qu'il y a de plus utile à regarder. Vous avez le classement QS, vous avez le classement de Shanghai, vous avez le classement du Times. C'est pas ce qui manque. Là, pour le coup, si vous allez dans Google et que vous tapez classement universitaire, je pense que très rapidement, vous allez avoir la liste qui s'affiche. Mais encore une fois, prenez ces informations avec de la distance et regardez bien voilà, quels sont les points qui évaluent ces classements. C'est rare qu'un classement évalue notamment la satisfaction étudiante, par exemple. Et vous allez avoir des universités hyper bien classées qui, quand vous regardez, c'est le cas notamment des universités londoniennes, King's College, UCL, LSE, très très bien classées à l'international. Et quand vous regardez le taux de satisfaction des étudiants, il est souvent pas terrible en fait. Ça s'explique parce que c'est dans Londres, il n'y a pas cet esprit de campus. On peut se sentir vite un petit peu perdu si on n'a pas le bon, si on n'a pas la maturité pour affronter ça ou si on n'a pas l'indépendance. Et d'ailleurs, quelqu'un qui me demande si Harvard est une université stressante. Pareil, voilà, les universités londoniennes vont être assez stressantes, je pense. Oui, carrément. Mais si vous allez à Harvard, ce n'est pas pour vous tourner les pouces, c'est pour, si vous êtes admis, c'est que vous êtes une pointure absolue dans votre domaine et que vous voulez aller à fond. Je fais souvent, moi, la comparaison pour ces universités-là entre donc ces universités, les sportifs de très haut niveau. Quand on cible Harvard ou Oxford ou Cambridge ou LSE ou MIT ou Stanford ou ces universités-là, il faut considérer les étudiants qui rentrent, c'est un petit peu des sportifs de haut niveau dans leur domaine. Ils sont passionnés, totalement dévorés et passionnés par ce qu'ils souhaitent étudier et se consacrent totalement à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... toute leur existence est un petit peu calibrée pour préparer l'admission dans ces universités. On ne peut pas se permettre de décrocher à aucun moment. Et ça paraît extrêmement strict et parfois injuste, mais voilà, au même titre que dans le sport de haut niveau, pas tout le monde va jouer pour l'équipe de France. Mais ça ne veut pas dire pour autant que d'autres équipes mondiales ou si on prend les clubs, voilà, pas tout le monde va jouer au Paris Saint-Germain. Il y en a qui vont jouer pour d'autres clubs qui sont aussi très bien et qui débouchent sur de belles choses. La preuve, Rennes a battu le PSG la semaine dernière. Donc, tout est possible.
mais il ne faut pas effectivement faire une fixation nécessairement sur les classements. Si vous avez le niveau pour, la passion pour, s'il y a un domaine qui vous passionne totalement et où il se trouve que Harvard peut vous apporter un encadrement idéal pour ce domaine d'études-là, OK, c'est intéressant. Mais c'est juste aller à Harvard parce que c'est Harvard et que tout le monde connaît. Honnêtement, vous avez très peu de chances d'être pris. On a fait le tour des questions. Voilà. Sur ce, peut-être une dernière question et puis on va... Je crois qu'il y avait une dernière question. Est-ce qu'on peut bénéficier des bourses de l'État pour le Royaume-Uni? Malheureusement, plus maintenant, enfin, à moins d'avoir le pre-settled status, donc d'avoir été au Royaume-Uni pour étudier avant le Brexit, où là, on pouvait effectivement faire le prêt de l'État pour les études. Aujourd'hui, non, il n'y a plus vraiment de financement. Avec le Brexit, malheureusement, on n'a plus accès à ce système-là. Donc non, ça va être directement, généralement, des fonds privés. Voilà. Bon, écoutez, ce fut un plaisir. Merci à tous pour votre participation ce soir. Si vous avez des questions, on est là, hein, donc n'hésitez pas à nous envoyer un email. L'adresse est info@studieexperience.fr. Le site internet, c'est studieexperience.fr. On va mettre le replay du webinaire sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à le consulter par la suite si vous le souhaitez. On a d'ailleurs d'autres replays sur plein de sujets qui peut-être vous intéresseraient, et notamment sur les études aux USA. Et voilà, j'ai l'impression qu'il y en avait pas mal qui étaient intéressés par les USA aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à consulter tout ça. Et si vous voulez prendre rendez-vous avec un conseiller, ça sera avec plaisir. N'hésitez pas à nous contacter et on vous répondra. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci Alice. Très bonne Merci à soirée. tous. Bonne soirée. Et puis, Et à bientôt. à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.